بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre 4 sur le module capteur et mesure en télécommunication. Donc, ça concerne licence 3 télécommunication et master de système instrumentation, pardon. Dans ce chapitre, aujourd'hui, on va voir comment calculer ou bien comment mesurer la pression. Sachant que la pression, tout comme la température, la vitesse ou bien le débit, intervient en tant que variable, toujours dans les phénomènes liés aux fluides liquides ou bien gazeux ou bien solides. Donc, quel que soit l'état soit il est métal, gaz, liquide, on doit mesurer la pression. Donc, qui exerce ou bien subissent des pressions. La pression dans un fluide, on va commencer par le fluide. Un corps liquide ou gazeux enfermé dans un récipient qu'il remplit entièrement exerce sur toutes les parois de celle-ci une force dite de pression. Celle-ci dépend de la nature du fluide, du volume qu'il occupe et de la température. Maintenant, si on va considérer un point M au centre d'un élément de surface ds, placé au sein d'un fluide qui peut être liquide ou bien gaz, sur un côté de cet élément de surface, les molécules exercent au point M une force de direction quelconque, mais elle peut être toujours décomposée en plusieurs forces ou bien. Nous avons la composante tangentielle et la composante normale. Toujours, on peut définir la pression comme étant la dérivée de Fn sur ds. Donc, la pression qui exerce sur l'élément de surface ds est égale au quotient du module la dérivée de dfn par l'air ds. Ce quotient est indépendant de l'orientation et de la surface élémentaire ds et ne dépend que de sa position dans le fluide. Quelles sont les pressions exercées sur un solide maintenant? On a terminé avec le fluide qui peut être gazeux ou bien liquide. On passe maintenant à la pression exercée par un solide. Nous avons qu'un corps solide repose sur une surface d'appui S, exerce sur cette surface un effort égal à son poids F et de la pression correspondante est égale à P. Donc, nous avons P égale la force F divisée par la surface d'appui S. On va laisser les exercices après. On passe deuxièmement aux unités et conversions. Quelles sont les unités légales aussi dans le système international? Nous avons toujours que les unités de base du système international sont le mètre, le kilomètre, la seconde et l'ampère. Donc, on appelle ça MKSA. M pour mètre, K pour kilogramme, S pour seconde et A pour ampère. Dans l'expression de la force, nous avons que la force F est exprimée en grand N, la surface est exprimée en mètres carrés et la pression P est exprimée en N divisé par M au carré. Elle est appelée aussi Pascal. On passe aux unités usuelles. Nous avons le décapascal. Un décapascal égale à 10 pascal. 1 kilopascal est égal à 10 puissance 3 pascal. Le méga, c'est 10 puissance 6. Le bar, c'est 10 à la puissance 5 pascal. Le millibar, c'est 10 puissance moins 3 bar. Ou bien 10 puissance 2 pascal. L'atmosphère est égale à 1,013 bar ou bien 1,013 par 10 puissance 5 pascal. On passe maintenant aux unités étrangères. Nous avons le pound square inch. Un pound square inch égale à 86,93 millibars. Inch of water ou bien pouce H2O qui est égal à 2,4908 millibars. Le inch of mercury, 1 inch Hg est égal à 33,864 millibars. Nous avons une remarque, un PCJ égale à un PCI relatif et
est égal à 1 atmosphère relative. On passe maintenant aux unités pratiques. Ce sont des unités exprimées en hauteur de la colonne de liquide, sachant que le mètre ou bien le métimètre, colonne d'eau, le mètre au métimètre, colonne de mercure. On va faire quelques conversions. Donc, on vous demande de convertir 750 mHg en millibars, 21 psi en bar, 10 MHO, H2O en bar, 3,5 kg par seconde carré en millibars, 75 MPa en atmosphère, 25 mégapascal en bar. Voici la solution. Donc, vous avez toutes les conversions possibles. Maintenant, pour la mesure de pression hydrostatique, je vais les exercices à la fin, d'accord? On va faire un petit rappel sur c'est quoi la densité. Donc, la densité, c'est le quotient de la masse volumique ρ d'un corps par la masse volumique d'un corps de référence ρr, à des conditions de pression et de température qui doivent être spécifiées. Donc, dès la densité est égale à ρ, la masse volumique divisée par la masse volumique de référence. Le domaine de mesure de pression, nous avons des très basses pressions ultra vides ou vides poussées entre 10 à la puissance moins 1 jusqu'à 10 puissance moins 10. Les basses pressions fait le vide moyen entre 10 puissance 2 et 10 puissance moins 1. Les moyennes pressions, vide pression, et entre 10 puissance 6 et 10 puissance 2, les hautes pressions de 10 puissance 6 jusqu'à 10 puissance 9 pascal. On va voir maintenant quelles sont les différentes sortes de pression et on va commencer par le vide. Le vide, c'est une pression inférieure à la pression atmosphérique. Le vide parfait correspond théoriquement à une pression absolue nulle. Il ne peut être atteint ni dépassé quand on se rapproche. On parle aussi de vide poussé. Deuxièmement, on va voir la pression atmosphérique ou bien barométrique. Donc, c'est la pression ressentie en chaque point de surface terrestre. Elle est due au poids des couches d'air d'environ le globe. La pression atmosphérique varie avec la température, l'altitude, c'est la pression, le pourcentage de la position par rapport à la Terre, l'altitude, position par rapport à la mer. La pression moyenne au niveau de la mer à 0 degré correspond à 1,013 bar, donc c'est 760 mHg. Pour la pression absolue, c'est une pression positive mesurée par rapport au vide absolu. Par exemple, la pression atmosphérique, c'est une pression absolue. Maintenant, pour la pression relative ou bien effective, c'est une pression positive ou négative exprimée par rapport à la pression atmosphérique. C'est l'écart entre la pression réelle absolue et la pression atmosphérique. Donc, nous avons la pression réelle égale à la pression absolue moins la pression atmosphérique. Si elle est négative, elle est appelée dépression. Si elle est positive, elle est appelée surpression. On dit qu'un appareil est en pression lorsque la pression enregistrée est supérieure à la pression atmosphérique. On trouve comme exemple les pressions de refoulement d'un ventilateur, pression d'une chambre à air de pneus, l'eau renflue dans un tube en U vers la branche qui est placée à l'air libre. On dit qu'un appareil est en dépression lorsque la pression enregistrée est inférieure à la pression atmosphérique. Qu'en titre d'exemple, nous avons la dépression d'un ventilateur à l'aspiration, la dépression à l'aspiration d'une cheminée. Donc, l'eau est aspirée dans le tube en U vers la branche qui est reliée à l'appareil. Les mots pression et dépression doivent être complétés par statique, dynamique ou bien totale. Maintenant, c'est quoi la pression différentielle? C'est la différence entre deux pressions. Donc, vous avez delta P, c'est PA moins PB. Maintenant, si on va voir la pression statique, dynamique et totale, sachant que la pression statique ou bien
hydrostatique au point A, c'est une pression statique à l'intérieur d'un récipient contenant un fluide en repos, se crée une pression due au poids de la masse du fluide sur la surface considérée. Sachant que PS et A, c'est la pression statique ou bien hydrostatique, le point A exprimé en pascal. Rho, c'est la masse volumique du liquide contenu dans le réservoir. Elle est exprimée en kilogrammes par mètre cube. G, c'est l'accélérateur de pesanteur exprimé en mètres sur seconde. H, c'est la profondeur du point A exprimé en mètres. Maintenant, pour la pression hydrodynamique, ou bien dynamique tout simplement, si nous avons que le fluide est en mouvement, il crée une pression supplémentaire PD, dite pression dynamique ou bien hydrodynamique. Sachant pour la pression hydrodynamique égale à 1/2 de rho de VB au carré. La pression PdB, c'est la pression dynamique ou hydrodynamique, le point B, exprimé en pascal. Rho, c'est la masse volumique du liquide contenu dans le réservoir, exprimé en kilogrammes par mètre cube. G, c'est l'accélérateur de pesantateur exprimé en mètres sur S au carré. VA, c'est la vitesse du fluide, donc c'est mètres par seconde. Maintenant, on va voir, un autre type de capteur de pression, ou bien ce qu'on appelle le manomètre de pression. Quel est leur principe? Un manomètre ou bien un capteur de pression, c'est un instrument destiné à mesurer la pression des fluides, soit liquide ou bien gaz. Les mesures de pression sont effectuées suivant différents principes, à savoir, nous avons l'application d'une masse connue en réaction à l'effet d'une pression sur une section connue, balance manométrique. La modification du niveau d'un liquide sous l'effet de la pression, on appelle ça manomètre à liquide. Détection de la déformation d'un élément sensible sous l'effet de pression. Vous trouvez comme titre d'exemple les tubes de Bourdon, les capteurs de pression à jauge métallique, les capteurs de pression à jauge piézo-résistive, les capteurs de pression par variation d'inductance et les capteurs de pression piézoélectrique. Quels sont les modes de détermination de la pression? Toujours, on peut concevoir ou bien réaliser des appareils pour mesurer soit la pression différentielle, c'est-à-dire dans ce cas, on aura chacune des deux prises de pression et reliée à un côté de l'organe sensible de l'appareil de mesure. Deuxièmement, nous avons la pression absolue. Dans ce cas, l'un des côtés de l'appareil est relié à la prise de pression, l'autre est branché au vide intégral. Sachant qu'il existe également des appareils qui mesurent la pression au-dessus et en dessous de la pression atmosphérique. Pression relative, ces appareils sont appelés manovacuomètres. On passe maintenant au tube de Bourdon et on va commencer par son principe de fonctionnement. Après, on passe à son utilisation. Vous avez que le tube de Bourdon est brasé, soudé ou vissé avec le support de tube, qui forme généralement une pièce complète avec le raccord. La mesure est effectuée à partir de la déformation d'un tube creux enroulé en spirale associé à un mécanisme permettant la lecture. Lorsque le fluide passe à l'intérieur du tube, sous l'action de la pression, la spire se déforme, entraînant le déplacement de l'aiguille sur le cadran du notre manomètre. Et toujours afin d'être protégé contre des distorsions, le système de mesure, sachant que ce composé du cadran et l'aiguille sont montés dans un boîtier. Quelle est l'utilisation de ce type de manomètre? Les manomètres à tube de Bourdon sont utilisés pour la mesure de pression positive ou négative de fluides gazeux ou bien liquides, à condition que ceux-ci ne soient ni hautement visqueux ni cristallisants. Les étendues de mesure s'étalent sur toutes les plages, donc variant 0 jusqu'à 0,6 bar, jusqu'à l'arrivée de 0 à 4000 bars. Et toujours, la forme du tube dépend de l'étendue de mesure. Pour les étendues jusqu'à 0 jusqu'à 40 bars, inclus, on utilise normalement
la forme en arc et à partir de 0 jusqu'à 60 bars, la forme hélicoïdale. Les appareils sont fabriqués avec le raccordement vertical en arrière et il est conseillé de ne les utiliser qu'entre le premier quart et le dernier quart de l'échelle à cause de l'hystérésie. Il convient également de les protéger contre les risques de surpression ou de dépassement d'échelle. Le tube de Bourdon ne permet pas de mesurer les phénomènes rapides et évolutifs de pression et l'incertitude de mesure varie de 0,02 jusqu'à 0,2% pour le domaine de mesure qui varie de 0 jusqu'à 3 par 10 puissance Pascal. Voici un exemple de ces appareils. Donc, l'image numéro 1, vous avez l'organe moteur et tube de Bourdon. Deuxièmement, vous avez le support. Donc, c'est l'organe moteur tube de Bourdon. Le 2, c'est le support de tube. 3, c'est le capuchon du tube. 4, c'est le secteur denté. 5, c'est billette. 6, engrenage. 7, c'est l'aiguille. Et 8, c'est le cadran. Donc, ça, c'est pour le tube de Bourdon. Maintenant, on va voir la jauge de contrainte. Une jauge de contrainte, c'est un élément sensible résistif gris appliqué sur un support dont la résistance varie en fonction de contraintes de traction à laquelle il est soumis. Nos capteurs analogiques pesant aux capteurs de force intégrant généralement 4 jauges de déformation montées dans un pont de Watson. Le pont de Watson est un circuit électrique particulièrement sensible délivrant un signal de sortie exprimé en millivolts et caractérisé par une capacité à mesure avec précision. Vous avez la stabilité et la répétabilité. Et chaque grille, elle est solidaire d'une feuille de constant, est appliquée sur le corps d'épreuve par collage avant d'être montée dans le pont de Watson avec des résistances de compensation de température. Généralement, on doit mettre des œuvres, des jauges d'une résistance de 1000 ohms, offrant un compromis idéal pour les alimentations sur batterie, sur lesquelles la faible consommation de courant est primordiale. Voici un exemple d'une jauge de contrainte. Sachant que la jauge, c'est un circuit métallique peu épais ayant une résistance électrique qui varie lorsqu'il subit une déformation. La jauge doit être apte à résister à haute température et à l'usure. La jauge de contrainte est fixée sur un support et le support il sert de lien entre le corps d'épreuve et la jauge. Il doit donc être souple et isolant. Ce support est en résine. La fabrication de la jauge du support est identique à celle des circuits imprimés. Le corps d'épreuve, c'est le corps qui subira la déformation. Il doit être souple et élastique. Le support est fixé dessous et il faut éviter de sortir de sa gamme de déformation élastique, bien sûr, pour éviter tout risque de déformation permanente. Le principe de fonctionnement des jauges de contrainte, lorsque le fonctionnement des capteurs à jauge de contrainte, il est fondu sur la variation de résistance électrique de la jauge, proportionnellement à la déformation des. C'est le coefficient ou bien le facteur de jauge qui traduit cette proportionnalité. Le conditionnement des jauges ou bien ce qu'on appelle le pont de Watson, le montage coir du pont. Dans le montage en coir du pont, on ne dispose que d'une jauge. 3 résistances viennent en complément. Voici le montage en coir de pont. Ce montage est le plus simple et le moins cher, mais présente de nombreux inconvénients. C'est que la jauge étant éloignée des autres résistances, il faut prendre en compte la résistance des fils des liaisons. Celle-ci dépend de la température ambiante, d'où une mesure imprécise. Le signal sortant de la jauge est détérioré à cause de la résistance des fils. Le montage demi-de-pont de Watson, composé de 2 jauges de résistance, il est plus sensible 2 fois plus que le montage en quart du pont. Par contre, il est plus cher. Pour un exemple industriel, nous avons le pesant. Le pesant est constitué d'une jauge de contrainte. Le poids de l'objet pesé exerce une force sur la jauge de contrainte, faisant ainsi varier sa résistance électrique. Ainsi, selon l'étalonnage du pesant, on peut connaître directement le poids
et donc la masse du corps solide qui repose dessus. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans, dans le prochain vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bonne chance, bon courage et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.